Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Les Conversations Kwibuka. Dans ce podcast, vous aurez l'occasion d'entendre et de voir des auteurs, artistes, journalistes, activistes qui ont eu le courage d'agir et qui ont œuvré pour protéger la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Boubacar Boris Diop est l'auteur du roman Murambi, le livre des ossements, un roman désormais classique pour celles et ceux qui souhaitent aborder l'histoire du génocide contre les Tutsis via une narration romancée et respectueuse. Parallèlement à une œuvre de fiction réputée exigeante, M. Diop conduit une réflexion sans concession sur les problèmes du continent africain et sur les grandes questions de notre époque. En témoigne un recueil d'essais tels que L'Afrique au-delà du miroir ou Négrophobie, ou encore La gloire des imposteurs, Lettres sur le Mali et l'Afrique, fruit de ses échanges amicaux avec Aminata Dramane Traoré. Il a remporté en 2022 le Neustadt International Prize for Literature et a sorti un nouvel ouvrage le mois dernier intitulé Un tombeau pour Kinégadjo, la version française de son dernier roman en Wolof. Monsieur Diop, bonjour. Oui, bonjour. Ma première question pour vous, c'est lorsque le génocide contre les Tutsis a débuté, où étiez-vous, que faisiez-vous et que compreniez-vous de la situation du Rwanda? Voilà, je me souviens très exactement que j'étais à Dakar. Bonjour, vers le crépuscule, j'écoute une radio, il me semble que c'était la BBC, et j'apprends qu'un avion a été abattu quelque part par un missile au Rwanda, qui pour moi était vraiment le pays le plus lointain du monde. J'avais aucune idée de... je savais, oui, il y a un pays africain, le Rwanda, mais sans plus. Et au fond, ce qui est surtout intéressant, c'est que je ne me rendais pas compte que j'étais en train d'écouter l'information qui plus tard allait changer, quoi. Ma vie, ma façon de penser, ma production littéraire, etc. Et donc, oui, j'ai entendu, je n'ai pas compris sur le champ, et bon, cette ignorance-là, elle était quand même un peu humiliante, quoi, après coup. Est-ce que vous pensez que c'est par exemple le traitement médiatique du début du génocide qui a fait que vous n'avez pas compris? Non, c'est-à-dire que on aurait pu me donner toutes les explications du monde. Peut-être que quelque part, je n'avais pas envie vraiment de m'y arrêter, de les entendre. Maintenant, plus tard, le traitement médiatique du génocide a joué un rôle extrêmement négatif, parce que moi, j'étais dans un quotidien privé, réputé au Sénégal, très sérieux, et nous n'en parlions pas. Nous ne parlions pas du Rwanda, et chaque fois que nous le faisions, c'était quoi? On reprenait des dépêches de Reuters, de EPI, de l'AFP, quoi, en dernière page, les pages internationales, et on découpait et on collait. On ne se rendait pas compte que, en réalité, ces dépêches-là, au fond, produisaient de l'idéologie, tout simplement. D'accord. Et à partir de votre engagement au sein de l'initiative Rwanda Écrire par devoir de mémoire, vous avez donc écrit Murambi, le livre des ossements. Comment l'idée de ce roman a-t-elle germé et surtout quelle méthode avez-vous utilisée pour ne pas trahir l'histoire? Alors, je suis allé au Rwanda en 98, plus en tant que journaliste qu'en tant qu'écrivain, parce qu'au fond, je n'avais pas envie d'écrire de la fiction à partir de cette tragédie que jusqu'en 98, je dois bien l'avouer, je n'avais pas bien comprise. Voilà, pour moi, c'était des tueries à l'africaine, une barbarie regrettable, mais récurrente, sur laquelle, au fond, il fallait laisser les morts enterrer les morts. Et donc, j'y vais en tant que journaliste, avec, malgré tout, l'intention de bien écouter. De bien écouter et, sans écrire un roman, de raconter ce que j'aurais entendu et vu, en restant à distance. Mais très rapidement, au bout d'une semaine, j'ai compris que je n'avais rien compris, ça c'est très important de le dire,
Et que aussi, la meilleure façon de parler d'un génocide et de celui-ci en particulier, c'était pas le point de vue journalistique, mais le point de vue du romancier, écrire de la fiction. Mais la méthode elle-même, ma méthode d'investigation, écouter les gens, au fond, les interrompre aussi rarement que possible, vraiment les laisser parler, ça, c'est mon métier de journaliste qui m'a beaucoup aidé. J'ai évité aussi, évidemment, de faire de la surenchère émotionnelle. Genre, oh là là, c'était horrible, tout ce sang, toutes ces souffrances. Ça n'avait aucun sens 4 ans après de venir et de hurler sa douleur plus fort que les victimes elles-mêmes, 4 ans après. Surtout que on aurait pu douter de ma sincérité. Je n'avais perdu personne pendant le génocide. Et donc, oui, j'ai fait ça. J'ai écrit le livre à demi-mot, avec beaucoup de simplicité, voilà, sans trop être dans le chichi de la fiction, de la complexité. Non, une histoire très simple. En essayant, j'aime bien ce que vous avez dit, d'être aussi respectueux que possible des victimes. Est-ce qu'il y a un moment particulier sur le terrain au Rwanda où vous avez compris la différence entre un génocide et une guerre? Mais je pense que je l'ai compris dès le départ. Parce que autant je dis que quand j'allais au Rwanda, je n'avais pas de connaissances précises, autant dès mon arrivée, ça a fait partie de ma méthode de travail, j'ai senti une fringale, mais vraiment formidable de connaissances. Je voulais tout savoir. Et il faut dire que on avait mis à notre disposition une bibliothèque et une médiathèque dans la petite auberge de Nyamirambo où nous étions. Et il y avait des films, il y avait des livres, je lisais, j'écoutais, je regardais. Et donc, très rapidement, on se rend compte que la guerre, c'est quoi? Ce sont deux armées qui s'affrontent. Les civils sont des dégâts collatéraux. Mais quand vous vous rendez compte que chaque jour, on a tué 10 000 personnes, voire plus. Qui n'étaient pas armés. Qui n'avaient aucune chance de se défendre, d'échapper à leur sort. Mais on ne peut pas appeler ça une guerre, c'est une boucherie. Ça, on le comprend très vite. Bien sûr. Comment votre roman, Murambi, le livre des ossements, a-t-il été reçu sur le continent africain lors des premières années après sa sortie? Alors, comme tout roman africain, je dirais, écrit en français, il a été lu par les francophones, ceux qui sont capables de lire le français. Je pense que quand même pendant les premières années, il est passé inaperçu. Et probablement, c'est seulement à partir de 2011, quand cela a été repris par la maison d'édition Zulma. Avant, c'était chez Stock. En 2011, ça a été repris par Zulma. Et le livre a commencé vraiment à être plus lu partout, donc y compris en Afrique. Je dois dire que pendant ce temps-là, au Rwanda, on connaissait quand même. Et le projet, donc tous les livres issus de Rwanda écrits par Devoir de mémoire, et Murambi, qui a été, il me semble, le premier à avoir été publié, en mars 2000. D'accord. Je crois que vous avez pu, dans certaines interviews, dénoncer l'apathie, le silence, la gêne de nombreux intellectuels africains confrontés au génocide contre les Tutsis. Comment l'expliquez-vous? Je sais. Vous savez, j'ai écrit un article là-dessus, intitulé Rwanda, l'énigmatique silence africain, dans le monde diplomatique. Un article assez long. J'ai essayé d'aller en profondeur. Le constat est affligeant.
le constat est affligeant, c'est-à-dire que l'Afrique reste le continent où, il me semble, je dirais pas où on a compris le moins, hein. Voilà, je ne fais pas de comparaison. L'Afrique est un continent où jusqu'à présent, 30 ans après, on n'a pas bien compris le génocide. Oh, maintenant, on sait que, voilà, au Rwanda, il s'est passé quelque chose de gigantesque, dans le mauvais sens. On entend parler de Hutu et de Tutsi. Mais on ne sait toujours pas, peut-être que les Africains sont plus informés sur l'Holocauste que sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Il y a beaucoup d'explications. J'en ai entendu une hier que je retiens. Je crois que, au fond, l'être humain, nous préférons toujours les belles histoires, quoi, qui se terminent bien. Voilà. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On aime ça. C'est la clé du succès des films de Hollywood et de Bollywood. Ça, c'est vrai. Les Africains sont comme tout le monde. Mais en même temps, et donc, notre histoire fait qu'on nous a tellement accablés. Vous êtes des barbares, vous êtes des sauvages, vous êtes la honte de l'humanité et tout ça. On nous a décliné ça sur des tons très très variés. Peut-être que nous avons fini par l'intérioriser inconsciemment. Mais moi, vraiment, le mot sur lequel j'aime insister pour expliquer notre apathie, ce mot, il est peut-être pas suffisamment prononcé lorsqu'on analyse les situations en Afrique. Et ce mot, c'est l'afropessimisme, auquel j'ai également consacré un article assez long. C'est l'afropessimisme. C'est cette idée qu'ont les Africains d'eux-mêmes, qui est très négative, qui consiste à reprendre tous les stéréotypes négatifs des anciens esclavagistes, des colonisateurs, des néocolonisateurs, à les reprendre à leur compte. Pourquoi? Sous prétexte, oui, moi je suis un intellectuel honnête, je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, voilà, arrêtons d'accuser les autres, prenons nos responsabilités, ce qui nous arrive, c'est de notre faute. Alors, c'est une clé de lecture tellement commode, elle peut ouvrir toutes les portes. Et donc, on se dispense d'analyser les phénomènes dans leur singularité. Mais rien n'a changé depuis le Rwanda. C'est ça que je veux dire. Par exemple, après le Rwanda, il y a eu la guerre civile au Libéria et en Sierra Leone. Il y a moins d'1 an, le Soudan. Oui. Nous ne savons pas, et pourquoi est-il si facile en ce qui concerne, par exemple, l'Est du Congo, qu'une certaine propagande finalement haineuse, meurtrière, pourquoi ça marche? Mais c'est que personne n'essaie d'analyser les mécanismes, de voir quelles sont les causes d'un événement particulier et de prendre position. Non pas à partir d'un cliché général, les Africains sont en quelque sorte maudits, la malédiction africaine, voilà, de l'appliquer à des situations extrêmement différentes. Qu'avons-nous compris de la Somalie, qui a cessé de devenir un État? On ne sait même pas. Et bon, l'Éthiopie, il y a eu des problèmes à un moment donné. Ça s'est calmé relativement vite, on peut dire. Mais, donc, je crois que c'est vraiment la faillite des élites intellectuelles. Leur incapacité à analyser les problèmes dans leur particularité. Et remarquez bien, lorsque vous prenez une bibliographie sur le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda,
Eh bien, cette biographie, les auteurs, à part les Rwandais et quelques personnes de la région, mais ce sont des Occidentaux. C'est vrai. Au fond, je ne suis pas en train de m'en plaindre, parce que beaucoup de ces Occidentaux, eh bien, ils écrivent des textes puissants, corrects, vraiment très, très bien. Mais en même temps, où sont les intellectuels africains? Ben, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. D'où d'ailleurs l'importance du projet Rwanda écrit par Devoir de mémoire, malgré tout. Bien sûr. Et l'afro-pessimisme aussi, c'est le fait de ne pas accepter des histoires qui sortent du commun. Oui. La fin du génocide contre les Tutsis, elle a eu lieu, la libération, grâce aux Rwandais, organisée dans le Front patriotique rwandais. Et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression, que certaines personnes n'arrivent pas à accepter. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont cette image de, non, l'Occident doit venir sauver un pays africain qui connaît une difficulté. Tout à fait. Et pour la petite histoire, j'ai une anecdote. Un jeune afro-descendant français qui un jour m'écrit furieux. Mais comment expliquez-vous que le Rwanda aille si bien alors que le Congo se meurt? Et c'est là que moi j'ai pris toute la mesure de cet afro-pessimisme-là. Pour ce jeune, c'était impossible, impensable, inimaginable que le Rwanda se sorte de là seul. Exact. Il devait y avoir un complot derrière. Et souvent, c'est ce qui peut mener à carrément du négationnisme, pas juste de l'apathie, du silence. Et que pensez-vous de ce négationnisme s'agissant des intellectuels et artistes africains? Ben voilà, c'est-à-dire que l'afro-pessimisme, il conduit à une forme de négationnisme, je dirais, très original. Cela signifie qu'au lieu de nier le génocide perpétré contre les Tutsis, on dit c'est vrai. Il a eu lieu. Voilà, on cite les massacres et tout. Et on ajoute, mais les Tutsis se sont bien vengés au Congo. C'est-à-dire, on nie le génocide par son dédoublement. C'est ça la théorie du double génocide. Par son dédoublement, d'abord, ça veut dire qu'il n'y a plus de ligne de séparation entre les victimes et les bourreaux. Les victimes se sont vengées au centuple, hein, voilà, avec des chiffres tellement fantaisistes qui sortent de nulle part. C'est pourquoi j'aime bien le livre de Patrick de Saint-Exupéry, quoi. La traversée. Qui revient sur tout ça, mais, et qui montre que tout ce qu'on raconte sur le deuxième génocide ne repose sur aucun fait réel. La traversée, c'est uniquement cela. Et je conseille à tout le monde de le lire et de le relire. Bon, alors, l'intérêt vraiment d'avoir cette théorie du double génocide, c'est tous coupables, tous innocents, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Et ça, je crois que il ne faut pas l'accepter. Voilà. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on dit du génocide contre les Tutsis que c'est le dernier génocide du XXe siècle. Ceux qui disent qu'il y a eu génocide au Congo, mais qu'ils apportent quoi, des faits, des preuves voilà. Et c'est de l'afro-pessimisme, mais en même temps aussi la continuation de l'idéologie hamitique, parce que ces personnes-là, elles peuvent aussi continuer à expliquer que en fait les Tutsis veulent, parce que il y a un mélange des genres. Ils veulent dire le Rwanda, mais le Rwanda actuel étant dirigé par une personne dont la famille était anciennement identifiée Tutsi, ils visent les Tutsis. Donc ils disent, mais quand même, la volonté des Rwandais, des Tutsis, c'est de dominer tout le Congo, toute l'Afrique de l'Est et le continent tout entier. Donc ce qui est assez effrayant, c'est qu'on voit une reprise assez généralisée aujourd'hui des théories de personnages obscurs comme Charles Onana. Et c'est assez répandu même parmi la jeunesse. Oui, en fait, moi je ne mentionne jamais cet auteur parce que je ne l'ai jamais lu. C'est un choix, voilà. Si on sait quoi, comment ces petits phénomènes éditoriaux sont suscités, accompagnés, organisés,
on ne perd pas. On ne perd pas son temps avec, quoi. Bien sûr. Moi, je suis prêt à lire des gens, qui, sur le Rwanda, ont des opinions différentes des miennes. Mais quand ça descend aussi bas, je ne veux pas vraiment m'y arrêter. J'entends parfois mentionner son nom et je me demande pourquoi. Voilà. Il n'y a pas lieu de le faire. Voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais Bien sûr. ajouter, quoi. Et que diriez-vous à celles et ceux qui ne perçoivent pas le lien entre racisme, génocide contre les Tutsis et négationnisme? Ben oui, mais c'est que, en fait, mais il n'y a pas de lien plus étroit, plus évident, je dirais même plus manifeste au quotidien. Il suffit vraiment de citer. Hier, on a cité François Mitterrand qui a dit « Oui, dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas trop important. » Mais enfin, on aurait pu citer Charles Pasqua, qui, au journal télévisé, à l'époque, je crois que c'était Antenne 2, je ne me souviens plus, en juin 94, vraiment au plus dur des tueries, on l'interroge. Monsieur Pasqua, vous êtes un ami de l'Afrique, voilà, le Rwanda est à feu et à sang. Et il répond calmement aux journalistes, monsieur, ne croyez pas que le caractère horrible de ce qui se passe là-bas a la même valeur pour eux et pour nous. C'est-à-dire pour eux, l'être humain n'a aucune valeur. Et donc, qu'ils s'entretuent, ce n'est pas grave. Mais peut-être qu'il faut aussi citer quelqu'un comme Jean d'Ormesson, qui écrit, lui. Il ne dit pas, il écrit. Donc, les traces existent, quoi. Dans le Figaro littéraire de la dernière semaine de juin 94, après un court passage au Rwanda avec les éléments de turquoise, hey, oui, sortez vos mouchoirs, le sang va couler à flot. Le Rwanda, ce sont des massacres sublimes dans des paysages grandioses. Vous voyez ce racisme-là. Celui des colons, en fait, qui ont mis le premier pied au Rwanda. Voilà, exactement. Et c'est ça qui revient. Et c'est pourquoi il est si facile d'insulter les victimes. Tu as des films comme Untold Story, tu as des auteurs comme voilà celui qu'on a nommé tout à l'heure et d'autres, vraiment qui disent des choses tellement affreuses quand on pense aux souffrances des victimes et aux souffrances qui perdurent des survivants. C'est comme entrer dans une maison en deuil et insulter tout le monde. Ce qu'ils sont en train de faire. Alors, c'est possible. C'est possible. C'est-à-dire, ce qui valide la théorie du double génocide et donc favorise le négationnisme, c'est le fait que, au fond, en Afrique, il n'y a pas de bourreau et il n'y a pas de victime. Dans une pensée non racialisée, non raciste, face à un événement pareil, on essaie de voir la ligne de séparation entre les victimes et les bourreaux. Ce qui empêche de voir cette ligne, c'est le racisme. La déshumanisation. La déshumanisation, et qui fait que on ne peut pas échapper au négationnisme. Bien sûr. Peut-être qu'il faudrait penser, lorsqu'on essaie de lutter contre la négation, à revenir très en arrière dans l'histoire, pas uniquement au génocide contre les Tutsis, mais à cette colonisation qui a importé le racisme européen de Gobineau au sein de nos terres, qui a divisé les personnes sur cette base-là, pour vraiment comprendre qu'on ne peut pas lutter contre cette idéologie, parce que le négationnisme, c'est aussi l'idéologie du génocide, sans déconstruire ce racisme-là européen, pensé et inculqué sur des générations. Ben oui, ce qui est vraiment hallucinant, vraiment ça laisse pantois, c'est que c'est le racisme européen colonial du 19e siècle, Gobineau et compagnie, mais qui reste à l'œuvre dans
la lecture du génocide des Tutsis en 1994. Ça, il faut vraiment un sacré coffre mental pour arriver à le comprendre. Moi, je ne sais pas pourquoi ça reste à l'œuvre. Et donc, tant qu'on n'a pas enlevé ça, naturellement, on continuera à nier le génocide. On continuera de dire que le Rwanda, un auteur américain, a comparé par exemple le Rwanda et le Congo en disant, bon, que c'est comme si on disait que le Liechtenstein ou le Luxembourg veut envahir les États-Unis, quoi. Voilà. Il y a une telle différence de superficie, de ressources naturelles, de population, etc., que maintenant, quand on vous dit que vraiment le Rwanda veut conquérir l'Afrique tout entière, on ne sait pas trop finalement de quoi parlent les gens. Ouais. Et c'est là qu'on voit qu'on a vraiment affaire à une idéologie, parce que face à une idéologie, il n'y a plus de rationnel. Il n'y a plus de faits. Plus de faits. On sort des chiffres qui n'ont pas de sens, des histoires qui n'ont... Il n'y a plus de faits. Pas de fondement et il n'y a plus de faits, exactement. Une dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux futures générations de militants, d'écrivains, d'artistes africains et afrodescendants, parce qu'on parle de panafricanisme aujourd'hui, afin de porter et de protéger nos mémoires avec fierté, tout en étant solidaires de celles des autres? Oui, je crois que déjà les jeunes générations commencent à s'émanciper, quoi. De nos logiciels à nous, les aînés, les vieux. Ils commencent à s'en libérer et ça tombe bien pour eux parce que ma conviction, c'est qu'au fond, l'Occident, qui a dominé le monde pendant si longtemps, qui lui a imprimé sa marque, tout en étant encore présente, influente, voire dangereuse. Voire dangereux plutôt que l'Occident est sur le déclin. Et donc, au fond, peut-être ne faut-il pas trop s'en soucier. Et moi, en tant qu'écrivain, au fond, les conseils que je peux donner, c'est juste sur la culture, quoi. Voilà. C'est qu'il faut donner de l'importance à la culture. Savoir être soi-même. Bon, moi, j'ai un maître à penser, je le répète partout. Il s'appelle Cheikh Anta Diop. Je crois que c'est un auteur à lire, à relire et à méditer. S'il y a une lecture à faire, c'est bien celle-là. L'Afrique a été en quelque sorte envahie, bon, territorialement, on a tué des gens, etc., mais aussi a été envahie mentalement. Il y a un proverbe wolof qui dit que le vent qui fait entrer une feuille d'arbre dans un trou aura bien du mal à l'en faire sortir. Et donc c'est ça, on est dans le trou, c'est ça notre histoire. La traite négrière, la colonisation, le néocolonialisme, on se bat pour ressortir. Mais je crois il ne faut pas se complaire dans l'abîme, être là dans le trou, que tout le monde te crache dessus, et tu dis, oh, ce n'est pas si grave que ça. Voir, ah, mais c'est très bien. Voilà, moi, je suis bien là où je suis. Non, nous ne sommes pas bien là où nous sommes. Et il faut tout faire pour en sortir. Et je crois que la culture, l'art, sont parmi les clés les plus puissantes, quoi. Monsieur Boubacar Boris Diop, merci beaucoup pour vos réflexions et à très bientôt pour un nouvel épisode. C'est moi qui vous remercie, Jessica. Merci.